Alors, je m'appelle Erwan Venn, je suis artiste plasticien. J'ai grandi en Bretagne, dans le Morbihan, et maintenant je vis et je travaille à Bordeaux. Mon travail plastique est autour de la mémoire. Je travaille sur des archives. Il se trouve que j'ai un arrière-arrière-grand-père qui était commandant de vaisseau et qui assurait la liaison entre Le Havre et Récif. Et il y avait une marine, donc une peinture qui représentait son navire qui s'appelait le Saint-André. Une peinture d'Eugène Petit, peinte autour de 1870-75. Et ça représente l'arrivée du Saint-André dans le port du Havre. Donc pour le projet à Travessart, j'avais le souhait d'aller au Brésil pour mettre en confrontation ces archives, mon histoire personnelle et l'histoire contemporaine du Brésil. Géviana et moi, on était des sortes de témoins, de descendance, d'héritiers de ces histoires complexes et multiples. Alors moi j'étais un peu le méchant, l'héritier méchant. Alors moi je me suis jamais senti comme ça, mais de fait en regardant les archives, c'est un peu accablant. Mais et mon travail artistique est aussi une façon d'essayer de déconstruire et de comprendre ces logiques. Et c'était un peu ce point de vue-là qui m'intéressait avec Jay, d'essayer de traverser toutes ces archives. Donc ça c'est le nom du projet. Et avec Élie Girardot et Daniela Labra, on était des sortes de quatre sensibilités différentes, quatre témoins qui traversons des archives, donc avec des émotions fortes, notamment au Musée du Nouveau Monde, on a vu des choses assez bouleversantes, et comment ces quatre sensibilités s'expriment et traversent cette histoire, et comment nous sommes héritiers de cette histoire-là. Pour À Travessart, j'ai un peu changé de méthode de travail, puisque d'habitude je me plonge dans les archives, je fais un travail de fourmi, de recherche, et ensuite je passe à l'exécution, mais dans mon bureau, enfin dans mon atelier. Là, c'était complètement différent, puisque le collecte d'archives s'est fait avec Géviana et Daniela et Elise. Et donc déjà, le collecte d'informations était différente. Et puis, la réalisation des œuvres d'art, c'était à Rio, dans le Centro, dans un atelier superbe à Rio. Et là c'était, ne serait-ce que par tout ce qui n'est pas matériel, les odeurs, la chaleur, tout était complètement différent. Et j'avais choisi de faire des grands formats avec de l'aquarelle. Dans la recherche, on a découvert que il y a eu un boom sur le sucre, une spéculation sur le sucre au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les Français ont acheté une partie d'Hispaniola aux Espagnols et c'est devenu Saint-Domingue. Saint-Domingue qui est l'actuel Haïti. Et donc beaucoup de personnes de Bordeaux, mais pas seulement, de La Rochelle, de toute la façade aquitaine, étaient planteurs à Saint-Domingue, et que la production de sucre, de canne à sucre à Saint-Domingue était la plus importante production de sucre au monde, et que Bordeaux était une sorte de hub de la distribution du sucre qui arrivait à Bordeaux et qui se distribuait sur l'Europe continentale. Alors hors Caraïbes anglais et néerlandais, mais la richesse de Bordeaux vient du sucre. Et ensuite, les planteurs du sucre au moment de l'indépendance d'Haïti sont passés, alors pas tous, hein, c'est toujours pareil, mais une partie sont venus à Bordeaux pour devenir producteurs de vin. Donc c'est des domaines économiques qui maîtrisaient la plante et la production et la distribution de produits agricoles. Et il me semble important de juste d'expliquer ça, hein, que le sucre blanc était quelque chose qui n'existait pas en Europe, de même que les tomates, que les pommes de terre, et le tabac, que le café, ça n'existait pas en Europe. Et ça c'est de l'histoire coloniale. Et donc ce serait
intéressant d'expliquer ça. La référence de l'aquarelle, c'est pour la chanson Aquarela do Brasil, qui est une chanson très célèbre qui représente quasiment la vision occidentale du Brésil. Et c'est une chanson qui a été utilisée par Terry Gilliam dans Brasil, ce film des années 80. Et je trouve que c'était vraiment une chanson qui me tournait dans la tête quand j'étais étudiant et qui était associée à une sorte le monde de Brésil du film de Terry Gilliam, c'est un monde cauchemardesque, un peu type 1984. Et je me disais, tiens, peut-être que dans l'an 2000, ce sera comme ça. Donc j'avais cette idée-là. Donc à l'atelier, faire des aquarelles de très grand format. Il y a aussi un peu le sens commun de l'aquarelle, c'est-à-dire que c'est très connoté peinture amateur, peinture de bord de mer, où on va faire des paysages des paysages un peu faciles, enfin un peu kitsch. Et là, l'idée c'était de faire quelque chose de... c'est très physique, enfin j'ai pris des grands formats, donc c'est une sorte de combat. Enfin là c'était mon corps qui était en jeu avec le papier et la matière. Et puis c'était assez idéal à Rio, puisque comme il fait très chaud, ça séchait très rapidement. C'était une épreuve dans plusieurs sens. C'était une épreuve physique, c'était une épreuve intellectuelle, c'était une épreuve conceptuelle. Et c'était une façon de me confronter à une réalité et de mélanger un peu tout ça. J'ai longtemps manipulé le papier peint comme une métaphore de l'idéologie, c'est-à-dire ce qui nous entoure et qu'on ne va pas regarder, quoi. On ne regarde pas sur les murs, et surtout quand il y a des motifs moches, on ne regarde pas ça. Et ça m'intéressait. Je pense que ça a été un peu le point de départ, même pour les archives, de regarder des photos que personne ne regarde. Donc j'ai réalisé un film qui s'appelle Destroy Wallpaper en 2003, un film d'animation avec des motifs de papier peint qui tombent dans des bruits de vaisselle, des bruits ménagers. Et à cette occasion, j'ai présenté ce film au musée du papier peint de Rixheim, donc en Alsace, près de Mulhouse. Et dans ce musée, il y a un ensemble de papier peint panoramiques dans un espace dédié. Donc les papiers peints panoramiques, c'est des papiers peints du 19e siècle avec des motifs exotiques, des motifs... Au départ, c'était plutôt l'Asie, le Moyen-Orient, enfin des choses qui font rêver. Et puis en 1830, ils ont fait deux papiers peints à motif brésilien, donc la vue de Rio et puis une vue de forêt. Et la vue de Rio, moi, m'avait frappé à l'époque parce qu'on voit les Indiens, donc qui sont en bon sauvage, voilà. Et puis dans le déroulé alors le papier peint panoramique, c'est vraiment l'idée d'avoir une narration sur l'ensemble des murs d'une pièce. Donc il y a un point de départ, un point d'arrivée, enfin même si c'est pas clairement défini comme ça. Et à un moment donné dans la narration, on voit des esclaves qui tuent des Indiens, enfin des indigènes. Et à l'époque, enfin, quand j'avais vu au début des années 2000, ça m'avait beaucoup choqué. Et donc c'était un papier peint qui existe toujours, qui est toujours commercialisé. Et puis il n'y a pas de contexte, il n'y a rien du tout. Donc je trouvais ça étrange. Et donc un des prétextes du voyage, c'était d'aller à Rio pour aller voir un autre papier peint, enfin exactement le même motif, mais qui a été acheté par l'État brésilien et qui est dans le palais d'Itamaraty, qui est l'ancien palais des affaires étrangères de Rio, et qui est dans une salle de dîner. Et le papier peint est assez abîmé. Et c'était assez étrange d'avoir ce soin. En Europe, en France, il est très très soigné, très bien présenté. Puis au Brésil, c'était vraiment l'inverse. Et donc j'ai eu cette idée-là de faire des grands formats que je mets les uns à côté des autres et qui renvoient une narration multiple comme ça pour parler de cette histoire-là. Donc il y a la première aquarelle que j'ai réalisée, j'ai fait une reprise du bateau de mon arrière-arrière-grand-père, donc c'est le Saint-André, et j'ai fait le bateau arrivant au Brésil. Donc j'ai inversé. Moi j'étais parti avec 20 mètres de papier.
Donc je m'étais dit, bon, je vais peut-être pas faire 20 mètres. Puis en fait, je les ai faits. Et comme j'étais pris, j'étais tellement content. Et puis c'est très enthousiasmant. Tu as un atelier immense, des gens qui viennent te parler. Enfin, c'est très, très enthousiasmant. Après, dans le prolongement de ce travail, pour moi, c'était un peu... parce que là, je suis en train de clore là, toute la partie de travail sur mon grand-père paternel que j'ai pas connu. La série s'appelle Headless. Je suis aussi en train de clore ce cycle-là parce que ça fait 12 ans que je travaille dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Et que là, ces aquarelles, c'était le prolongement là, des histoires coloniales. Et j'ai envie de m'alléger un peu, quoi. Donc c'est un peu... Donc c'était bien de faire des grands formats, de faire cette histoire-là, de dire bah voilà, il y a eu cette histoire-là. Quand j'étais enfant à la télévision, enfin quand la télévision était bien, il y a eu 2 séries télé importantes qui m'ont vraiment marqué quand j'étais en 6e et en 5e. La première série s'appelait Racine, Roots, qui racontait l'histoire de Kunta Kinte, un esclave qui était attrapé sur les côtes d'Afrique et puis qui va vivre toute sa vie d'esclave en Amérique du Nord. Enfin, c'était une mini-série en 8 épisodes. Et puis l'autre série, c'était Holocauste. Il me semble que c'est le même réalisateur et ça raconte une histoire d'une famille juive qui va subir la Shoah. Et je me souviens très nettement que j'étais au collège et c'est les moments des premières prises de conscience politiques, de ta situation sociale, tout ça. Et je me souviens clairement que je me disais, alors, donc pour Kunta Kinte, pour Racine, moi je suis le bourreau. Et puis pour la Shoah, moi je me sentais victime. Donc je me disais, donc ça veut dire que dans ma vie d'adulte, je pourrais être tour à tour victime et bourreau. Donc l'idée c'est d'essayer d'être le plus conscient possible. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire mieux, mais en tout cas, il me semble important, je ne sais pas si c'est possible, mais il me semble qu'à Bordeaux, il faudrait un musée de l'histoire économique coloniale. Il me semble que ce serait important d'avoir un musée qui raconte l'histoire économique pour qu'on comprenne les logiques économiques, pour déconstruire tout ça et essayer de comprendre que l'histoire coloniale, ce n'est pas quelque chose de simple.